Bonjour, bienvenue sur notre chaîne qui a pour but de faciliter l'apprentissage de la paye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager notre vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live où le sujet du jour c'est le traitement de la maladie en paye. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, je tâcherai d'y répondre au cours du live. Alors, qui suis-je? Je vais profiter pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rosie Emélie, je suis prestataire de paye, je suis la responsable de la société ISO Conseil, qui est une entreprise de prestation de paye et de conseil autour de la paye. ISO Conseil est également un organisme de formation certifié Calliope. Nous dispensons des formations notamment sur le logiciel Silae et également des formations sur des sujets de paye. Depuis peu, notre entreprise propose des services de e-learning pour ceux qui débutent sur Silae. Donc, je vous invite à visiter notre site internet pour voir ce que nous proposons comme panel de formation sur des sujets divers et variés. Nous pouvons également concevoir des formations spécifiques à vos besoins. Alors, le live de ce jour, il a pour objectif de vous permettre de comprendre, peut-être pas tout, mais au moins l'essentiel, ce que j'ai jugé être essentiel de la gestion de la maladie en paye. Brut, IGSS brut, IGSS net, maintien de salaire, subrogation, ajustement au net à payer. On ne va pas rentrer dans tous les détails complètement, mais on va essayer de balayer le maximum de sujets. Alors, quelles sont les obligations en cas d'arrêt de travail? Lorsqu'un salarié est arrêté pour maladie, le salarié doit transmettre son arrêt de travail à son employeur dans un délai de 48 heures. C'est au salarié de transmettre le volet destiné à la CPM. Ce n'est pas à l'employeur de le faire, c'est bien au salarié de transmettre le volet destiné à la CPM. Et après réception de ce volet-là, l'employeur a l'obligation de faire une attestation de salaire dans un délai de 5 jours. Il ne faut pas le faire à la fin du mois parce que nous qui sommes prestataires de paye, malheureusement, on a l'habitude de voir nos clients qui nous informent de l'arrêt de travail de leurs salariés au moment de la production de paye et c'est déjà trop tard. Surtout s'ils ne font pas la subrogation. Une entreprise qui pratique la subrogation, elle n'a pas l'obligation, excusez-moi, je coupe le son, une entreprise qui pratique la subrogation n'a pas l'obligation de respecter le délai de 5 jours. Elle peut le faire quand elle souhaite. Si elle veut être payée tardivement par la sécurité sociale, c'est à elle de voir. Mais par contre, lorsqu'il n'y a pas de subrogation, rappelez bien à vos clients ou dans vos entreprises que le signalement et l'attestation de salaire doivent être faits dans un délai de 5 jours après que le salarié ait transmis son arrêt. En cas de reprise anticipée, si jamais il y a une prolongation, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle attestation de salaire ou un nouveau signalement. Une prolongation ne donne pas lieu à une démarche particulière de l'employeur, mais par contre, une reprise anticipée, si jamais en cas de reprise anticipée, l'employeur doit faire une attestation de reprise pour que le salarié cesse d'être indemnisé, bien évidemment. En cas, l'employeur doit faire passer une visite médicale de reprise si le salarié a eu un arrêt de plus de 30 jours. Donc, il faut y penser parce que malheureusement, on l'oublie souvent. Alors, comment sont calculées les indemnités journalières de la sécurité sociale? Alors, déjà, il faut savoir que la sécurité sociale, là, on est dans un cas de maladie non professionnelle. Je ne l'ai pas précisé dans le titre, mais aujourd'hui, on va traiter uniquement de la maladie non professionnelle. Il y a 3 jours de carence. La sécurité sociale indemnise les salariés en maladie non professionnelle uniquement à partir du 4e jour. Il y avait une exception pendant la période Covid. Cette période est passée, donc aujourd'hui, la CPM n'indemnise qu'à partir du 4e jour pour une maladie non professionnelle. Il y a des exceptions pour les pathologies de longue durée, mais en cas général, la sécurité sociale indemnise à partir du 4e jour. Comment est calculée l'indemnité journalière de sécurité sociale? Les salariés, la question revient souvent, combien je serai payé? Le salarié est payé en net 50% de son brut, 50% de salaire journalier de référence. Le salaire journalier de référence, c'est la moyenne des 3 derniers mois divisé par 91,25. Donc, je ne sais pas si vous savez à quoi correspondent les 91,25. Le salaire journalier de référence, c'est les 3 mois de salaire rétablis en cas d'absence justifiée, parce que sur votre attestation de salaire, vous avez renseigné les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail de votre salarié.
Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, je reviens un petit peu en arrière, lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, vous faites une attestation de salaire. Sur cette attestation de salaire-là, si ce n'est pas un signalement, sur cette attestation, vous renseignez les 3 mois de rémunération qui précèdent l'arrêt de travail. Lorsque le salarié a été absent l'un de ces 3 mois pour une absence justifiée, le salaire est rétabli. Pour calculer les IGSS, la CPM se base sur ces informations que vous avez transmises. Donc, assurez-vous qu'elles soient correctes parce qu'elles vont déterminer l'indemnisation de votre salarié ou le remboursement que l'employeur percevra si jamais il pratique la subrogation. La sécurité sociale prend les 3 derniers mois de salaire, il fait une moyenne, donc les 3 derniers mois de salaire divisés par 91,25. 91,25, si on fait le calcul, c'est le nombre de jours moyens au trimestre. Alors, l'année a 365 jours. 365 jours. Attendez, je vais vous mettre le calendrier pour voir à quoi la calculatrice. 365 jours divisé par 12, ça fait le nombre de jours moyens par mois, et fois 3. On a 91,25. Donc, il ne suffit pas de connaître le chiffre par cœur, il faut savoir à quoi ça correspond. 3 mois de salaire divisé par 91,25, ça nous permet d'avoir le salaire de référence journalier. Et ce salaire de référence journalier, il est divisé par 2, 50%, pour obtenir la valeur de l'indemnité journalière de sécurité sociale. Autre sujet, autre information sur l'indemnité journalière de sécurité sociale, ce montant est plafonné. Les 3 derniers mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire ne doit pas dépasser 1,8 fois le SMIC. Donc, un salarié qui est rémunéré, dont la rémunération moyenne, pas un seul mois, un salarié dont la rémunération moyenne des 3 derniers mois qui précèdent son arrêt de travail verra son indemnité journalière limitée parce que le montant est plafonné. 1,8 fois le SMIC, avec la valeur du SMIC depuis le 1er mai, ça fait un plafond tel que vous voyez là. 3 144,96, c'est 1,8 fois le SMIC fois 3, divisé par 91,25, ça permet d'avoir le salaire journalier de base, de référence, et les IJ, c'est 50% de cette valeur-là. Donc, l'indemnité journalière de la sécurité sociale, elle est calculée selon la formule que j'ai dite plus haut, mais elle ne peut pas dépasser 51,70 brut. C'est le plafond de la sécurité sociale. Le plafond d'indemnisation des IJ. Alors, on va essayer de parler du sujet de la subrogation. Parce que la question revient souvent. La subrogation, est-ce qu'on doit la faire? Est-ce qu'elle est obligatoire? Si je la faisais avant, est-ce que je peux cesser de la faire? Dans quel cas je la fais ou pas? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Le maintien de salaire ne signifie pas automatiquement subrogation. Le fait que l'employeur ait l'obligation de faire le maintien de salaire, ça ne signifie pas qu'il est obligé de faire la subrogation. La subrogation n'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. La subrogation doit être faite par l'employeur si elle est prévue par la Convention collective nationale, si elle est prévue par un accord d'entreprise ou par une décision unilatérale. Donc, ce n'est pas un choix arbitraire, c'est un choix qui dépend des accords dont dépend l'entreprise. Elle peut résulter d'un usage parce que si depuis plusieurs années, même sans accord d'entreprise ni de décisions unilatérales ni de spécificités conventionnelles, si pendant des années l'entreprise a pratiqué la subrogation, elle ne peut pas décider du jour au lendemain d'arrêter. Il y a des procédures pour dénoncer un accord. L'usage peut bien évidemment être dénoncé, mais par contre, une entreprise ne peut pas décider du jour au lendemain, je ne souhaite plus faire la subrogation, je l'ai pourtant fait pendant plusieurs années. Il faut respecter une procédure de dénonciation d'usage si cette subrogation résulte d'un usage et non d'un accord écrit. Les règles doivent être les mêmes pour tous parce que même si il s'agit d'un usage, on ne peut pas décider toi je fais le maintien et toi je te fais pas le maintien parce que toi tu es gentil et toi tu l'es pas. Alors par contre, moi c'est un conseil personnel que je donne. Si la subrogation n'est pas obligatoire, je sais que les salariés ne vont pas apprécier, mais il est préférable d'éviter de le faire parce qu'il y a des entreprises que ça met vraiment en difficulté. C'est très compliqué de récupérer les indemnités journalières de sécurité sociale, d'autant plus lorsque le salarié a déjà perçu ses IJ, il ne fait plus l'effort pour faire le nécessaire auprès de la sécurité sociale. On a dit plus haut que c'est au salarié la charge de transmettre à la sécurité sociale son arrêt de travail. Il y a des salariés qui ne le font pas.
ils ont reçu leur salaire complet, ils n'ont pas fait les démarches nécessaires. Parfois, ils ont déménagé, ils n'ont pas informé la CPAM. Il y a des documents qui manquent, leur dossier n'est pas à jour. Et quand ils ont déjà perçu leur rémunération, ils ne font plus l'effort qu'il faut pour que l'entreprise soit remboursée. Pourtant, si c'est eux qui étaient censés percevoir cet argent, je pense qu'ils seront plus d'un à aller camper devant la CPM pour que le dossier soit mis à jour. Donc, effectivement, si on n'a pas le choix, on le fait, mais c'est très compliqué. Ce n'est pas vraiment pour encourager les employeurs à ne pas respecter les droits des salariés, c'est vraiment pour éviter de mettre également les entreprises en difficulté. En tant qu'employeur, on a l'obligation de faire le maintien de salaire. Si votre entreprise fait le maintien de salaire, enfin, doit le maintien de salaire, il faut qu'elle fasse. Dès que l'entreprise est informée de l'arrêt de travail, il faut absolument faire un signalement ou une attestation de salaire dans les 5 jours. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une démo d'une attestation de salaire. Elle se fait sur Net Entreprise ou sur depuis n'importe quel logiciel via EDI. Sur Net Entreprise, on fait l'attestation de salaire en renseignant les informations. Sur les logiciels, on peut faire une attestation de salaire via EDI ou effectuer un signalement. Le régime social et fiscal des IGSS. Les IGSS sont soumises à CSG et CRDS 6,20% et 5%. Les IGSS maladies non professionnelles sont imposables à 100%. Donc, le montant perçu par le salarié est soumis à impôt. La Caisse nationale, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui déclare à la DGFiP le montant imposable. Donc, que vous fassiez la subrogation ou non, vous n'avez pas à déclarer à la DGFiP le montant perçu par le salarié. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui le fait. Donc, vous, dans votre montant, en plus là, on est en pleine période de déclaration fiscale. J'espère que vous avez fait les vôtres. Moi, non. On est en... je le fais toujours à la dernière minute. Alors, on est en pleine période fiscale et la question peut se poser de savoir si c'est l'entreprise ou la CPAM qui effectue la déclaration des IGSS. Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise n'effectue pas la déclaration des IGSS versée, c'est la DGFiP. Qu'on ait effectué la subrogation ou pas. Par contre, si vous avez fait la subrogation, malgré le fait que vous ne déclarez pas la base, vous devrez effectuer un prélèvement à la source. C'est un peu contradictoire, je sais, mais c'est le cas. Une entreprise qui fait la subrogation, elle doit faire du prélèvement à la source sur les IGSS sans déclarer aux impôts la base correspondante. Donc, vérifiez si vos logiciels sont paramétrés dans ce sens. Et si ce n'est pas le cas, essayez de vous rapprocher de l'éditeur de logiciels ou de les paramétrer pour que ces critères soient respectés. Je reprends parce que je sais que ça peut être complexe et prêter à confusion. Alors, pour la base, disons que les IGSS net, la base imposable, voilà, la base imposable est déclarée par la Caisse nationale d'assurance maladie qui est subrogation ou pas. Donc, que ce soit la CPM qui verse les IGSS ou que ce soit l'employeur, la base imposable sera déclarée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la DGFiP. Par contre, si l'employeur pratique la subrogation, il ne déclare pas la base parce que c'est fait par la Caisse nationale d'assurance maladie, mais il fait quand même du prélèvement à la source. Donc, il prélève quand même sur le taux connu une avance d'impôt sur ce montant-là, mais sans le déclarer. Ce sont les bonheurs de notre métier de la paye. Une règle et 5 exceptions. Alors, on va parler par la suite. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez les noter. Je vais y répondre si possible ou à la fin. Maintenant, on va parler du maintien de salaire. Le maintien de salaire, quelle est la règle à appliquer? On doit toujours appliquer le plus avantageux entre là et là. Ok, ici j'ai oublié un mot, mais vous avez compris. Entre la loi et la convention collective. Le plus avantageux entre les deux. Le maintien de salaire, c'est soit sur l'année civile, soit sur 12 mois glissants, pour le même arrêt. Parce qu'en cas de nouvel arrêt, ça repart de zéro. Donc, si vous souhaitez savoir combien de temps vous devez maintenir, il faut déjà vérifier votre convention collective, vérifier si elle est plus avantageuse ou moins avantageuse que la loi, et vérifier également la durée de maintien prévue. Le maintien n'est pas à vie. Il y a une durée, 6 mois, enfin 6 mois. 30 jours à un certain pourcentage, et ensuite on bascule à 1/3, 2/3, ça dépend de ce que prévoit votre convention collective, et il y a une durée pour ça. C'est soit
l'année civile, soit 12 mois glissants. Donc, faites bien attention à cette différence entre les deux et assurez-vous de voir exactement ce qui est prévu dans votre convention collective. Il faut vérifier également si le maintien prévu est un maintien au net ou au brut. Il faut vérifier si le maintien, si c'est un maintien au brut, il faut vérifier si c'est dans la limite de 100% du net. Parce qu'un maintien au brut, on va faire un exercice tout à l'heure, le maintien au brut peut avoir pour conséquence que le salarié gagne plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Donc, vérifiez si votre convention collective précise dans la limite de 100% du net. C'est très souvent le cas, hein, mais vérifiez quand même parce qu'en cas de conflit, il faut que ce que vous ayez appliqué corresponde aux instructions présentes dans la convention collective. Et ensuite, il y a la dernière étape, le versement des IGSS net. Hein, ça, c'est si vous pratiquez la subrogation ou pas. Hop. Déduction des IGSS bruts. Quand vous faites le maintien de salaire, ça c'est prévu dans toutes les conventions collectives également sur le Code du travail. Le maintien de salaire est sous déduction des IGSS. On ne peut pas maintenir un salaire sans tenir compte de ce que le salarié a perçu à la CPAM. Maintien de salaire sous déduction des IGSS. Donc, si on dit maintien à 100%, un salarié qui perçoit 2 000 euros, il est absent tout le mois, on va prendre un cas simple, un salarié perçoit 2 000 euros, il est absent tout le mois, maintien à 100%, on lui reverse les 2 000 euros, il faut tenir compte de ce que le salarié a perçu ou que l'entreprise va percevoir. Donc, le maintien de salaire se fait toujours sous déduction des IGSS perçus, les IGSS bruts. Maintien de salaire sous déduction des IGSS, mais des IGSS pendant la période de maintien. Je viens de vous prendre un exemple d'une entreprise, d'un salarié qui a 2 000 euros, absent tout le mois 2 000 euros, et un maintien de salaire à 100%. Donc là, on déduit les IGSS qu'il a perçus pendant la période de maintien. Regardez cet exemple-là que je vous ai mis. Un salarié qui est en arrêt du 1er au 15. Ça fait 15 jours d'arrêt maladie. 3 jours de carence, ça fait 12 jours. J'étais un petit peu fatiguée là. 12 jours d'IGSS perdus par la CP, c'est pas hop. Je vais quand même modifier, ça fait pas sérieux. 12 jours. Hop. « 15 moins 3 jusqu'à preuve du contraire, ça fait 12. Alors, le salarié est arrêté du 1er au 15 avril, ça fait 15 jours d'arrêt. Il y a 3 jours de carence, donc il perçoit 12 jours payés par la CPM. La convention collective ou la loi prévoit 7 jours de carence. Donc, il est maintenu à partir du 8e jour, ce qui fait 8 jours de maintien de salaire. Je fais mon maintien de salaire et les IGSS bruts, je ne déduis pas les 12 jours parce que je n'en ai maintenu que 8. Je déduis uniquement les IGSS correspondant au jour que j'ai maintenu. Parce que c'est à partir de ce niveau-là que je sens qu'on va un petit peu marcher sur les œufs. Il y a énormément de confusion. On va prendre un exemple sur Excel pour que je vous liste bien les étapes du traitement du bulletin de salaire en maladie. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et il faut prendre son temps et comprendre la logique. Lorsqu'un salarié est en arrêt, je reprends l'exemple, un salarié est en arrêt du 1er au 15 avril, ça fait 15 jours calendaires. Les maladies sont toujours traitées en jours calendaires. J'en profite pour faire une parenthèse. Lorsque vous faites vos attestations de salaire, renseignez sur vos logiciels de paye, renseignez comme premier jour d'absence le jour calendaire d'absence. Si votre salarié est allé voir le médecin le samedi, sur votre logiciel de paye, même si le salarié est de repos le samedi, mettez-le en absence à partir du samedi, parce que la carence se calcule en jour calendaire. Si vous considérez qu'il est de repos samedi et dimanche et vous le mettez uniquement en maladie à partir du lundi, votre logiciel, bien que très performant et capable de calculer automatiquement les IGSS, va se tromper parce qu'il va penser que la carence débute le lundi. Pour les cas, et ça c'est très important, j'insiste là-dessus, pour les cas d'arrêt maladie, lorsque vous faites des attestations de salaire sur vos logiciels de paye, renseignez comme premier jour d'absence le jour d'absence maladie calendaire, indépendamment du jour réellement travaillé du salarié. Et juste petite astuce, le dernier jour travaillé est toujours la veille de l'arrêt.
même si ce n'est pas un jour travaillé du salarié. Le salarié allait voir le médecin le dimanche, même s'il est de repos le samedi, sur votre attestation de salaire, marqué dernier jour travaillé samedi. Il n'a peut-être pas travaillé réellement, mais il était sous contrat auprès de l'entreprise la veille. Et pour la CPM, c'est beaucoup plus simple. Les maladies se traitent en jours calendaires. Donc, dans vos déclarations, dans vos attestations, réfléchissez en jours calendaires. Ne faites absolument pas l'erreur de renseigner votre salarié en absence le lundi s'il est allé voir le médecin le samedi. Et demandez toujours à vos clients de vous fournir l'arrêt. Parce que votre client peut être de bonne foi, il vous dit absence à partir du lundi, parce que lui, ce n'est que le lundi qu'il n'a pas vu son salarié. Demandez quand même l'arrêt et assurez-vous que la date mentionnée sur l'arrêt corresponde bien à ce que vous avez mis dans la sorte. Sinon, ça vous fausse tous les calculs. Le préavis. La carence ne sera pas la même, ça vous fausse tous les calculs. Il faut vraiment demander l'arrêt. Si le client vous dit que mon salarié est absent en maladie lundi, mardi, vous allez considérer que ça fait moins de 3 jours qu'il y a carence et pas de nécessité de faire une attestation de salaire. Alors qu'en réalité, il a vu le médecin samedi et ça ne fait pas 2 jours, ça en fait 4. Donc, vous devez quand même faire l'attestation de salaire. Il y a un jour qui va être indemnisé, c'est le mardi. Donc, gardez bien en tête de gérer les maladies en jours calendaires. Pour revenir à notre exemple, le salarié est en arrêt du 1er au 15, ça fait 15 jours d'absence. Il est payé 12 jours par la CPAM, mais mon maintien de salaire est uniquement de 8 jours. Je vais vous montrer sur le bulletin Excel tout à l'heure. Il y a 8 jours de maintien de salaire à 90%, on verra des exemples. Il y a 8 jours d'IGSS brut que je déduis. Je déduis uniquement le nombre de jours correspondant au maintien que j'ai effectué. Si j'ai effectué un maintien de salaire du 8 au 15, je déduis les IGSS perçus entre le 8 et le 15. Pas plus, je ne déduis pas les 12. A contrario, les IGSS, je reverse tout ce que j'ai perçu. Les IGSS bruts, en IGSS brut, on déduit uniquement les jours correspondants. On déduit uniquement les jours correspondant au maintien de salaire. En IGSS net, on déduit tout ce qu'on a perçu ou qu'on va percevoir, on reverse. En IGSS net, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on a maintenu, est-ce qu'on n'a pas maintenu, on reverse la totalité. Donc, vous pouvez avoir un bulletin de salaire où le nombre d'IGSS déduits en brut ne correspond pas aux IGSS versés en net. Ne vous attendez pas à avoir une correspondance entre les deux, parce que c'est deux fonctionnements différents, deux raisonnements différents et deux buts différents. Un salarié qui a la subrogation et un salarié qui ne l'ont pas, leur brut est le même. La différence sur un bulletin de salaire entre un salarié pour lequel on a pratiqué la subrogation et un salarié pour lequel on ne l'a pas fait se situe uniquement dans le net à payer. Au moment où vous faites votre salaire brut, le fait que les IG soient subrogés ou pas n'ont pas d'impact. Votre brut reste le même, qui est subrogation ou pas. La seule différence se situera dans le net à payer, où l'entreprise va reverser les IGSS déjà perçus ou va avancer des IGSS qu'il estime qu'il va percevoir. Et la totalité. Donc, pour revenir à l'exemple précédent, en cas de subrogation dans ce cas, dans le brut, j'aurais déduit 8 jours d'IGSS net, mais dans le net, d'IGSS brut, excusez-moi, dans le brut, j'aurais déduit 8 jours d'IGSS. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça fonctionne, ok. Alors, dans le brut, je déduis 8 jours d'IGSS brut et dans le net, dans cet exemple-ci, j'aurais payé 12 jours d'IGSS net. Mais ça sera un petit peu plus clair quand on fera des exemples sur Excel. Alors, on va passer au cas pratique parce que je pense que c'est mieux. Ça permet de mieux visualiser. Alors, je vais essayer de voir s'il y avait des questions. Une question concernant le pass sur la soubrette. Est-ce possible de reprendre l'explication donnée? Faut-il activer le profil en particulier? Alors, pour savoir quel profil activer, ça dépend du logiciel que vous utilisez. Donc, je n'ai pas voulu faire aujourd'hui
une formation sur le logiciel Silae. Mais pour le profil, ça dépend vraiment de sur quel logiciel vous êtes. Et concernant le prélèvement à la source, alors, ce que je disais, c'est que c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui déclare le montant des IJSS perçus en termes de base. Le net imposable, la base imposable, est déclarée par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est subrogation ou pas. Par contre, le montant du prélèvement à la source est effectué par l'entreprise si jamais elle fait une subrogation. Donc, elle effectue le prélèvement à la source sans déclarer la base imposable. En cas de subrogation, c'est ça. Donc, voyez avec l'éditeur logiciel, parce que je ne peux pas faire un tuto sur chaque logiciel différent. Juste vous expliquer quel est le principe, quel est le résultat que vous devez obtenir sur les bulletins de salaire. Et après, on verra après si dans une autre vidéo, on parle du traitement du bulletin sur Silae. Je ne peux pas malheureusement faire les autres logiciels que je maîtrise moins bien. Voici un cas pratique d'avril 2023. Mon salarié est malade du 17 au 30, j'ai pris un calendrier là. Son salaire de janvier, c'est 2750. Le salaire de février, 2500, mars, 2500. Salaire habituel, 2500 €. 35 heures par semaine du lundi au vendredi. On va partir sur la base, estimer les charges salariales à 21%. On va faire plusieurs cas ensemble. Premier cas, le maintien de salaire, 100%, sans carence, avec subrogation. Absence maladie. Alors, j'ai pris un exemple simple parce que je ne voulais pas qu'on y passe l'après-midi. L'absence maladie, c'est 2 semaines complètes. L'absence maladie, vous pouvez la calculer en jours, vous pouvez la calculer en heures. Et si vous la calculez en jours, il est préférable de la calculer en jours calendaires. Dans mon exemple, et ça c'est ma pratique à moi, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Il n'y a pas de règle que je recommande pour le calcul de l'absence maladie. Mais dans cet exemple, pour que ce soit plus simple, on va faire l'absence maladie en heures. J'ai pris volontairement un exemple simple sur 2 semaines complètes. Donc l'absence maladie ici, c'est... J'ai besoin d'aide, c'est combien d'heures? Je ne vais pas travailler toute seule. Combien ça fait l'absence maladie 2 semaines? 70 heures. Merci Angélique. Alors, 70 heures. Et là, j'ai mon absence maladie. Alors, le maintien de salaire, on est dans le premier cas là. On traite d'abord celui-là. Maintien de salaire, on a dit maintien de salaire à 100%, sans carence. Bon, après là, il n'y a pas besoin de faire des calculs énormes. Maintien de salaire à 100%, sans carence. Donc, en maintien de salaire, j'ai la totalité. C'est ici, ça se gâte, oui. Déduction d'IJSS. Donc là, je vais vous laisser me dire qu'est-ce qu'on peut mettre ici en déduction d'IJSS. Déjà, les IJSS, est-ce que c'est en brut? Est-ce que c'est en négatif? Ou ici, IJSS brut, hein, c'est du brut. On s'en fout, c'est pas un cours de français. IJSS brut. Alors, est-ce que c'est en négatif ou c'est en positif? Les IJSS bruts, là. Là, j'ai fait un maintien de salaire, mais c'est sous déduction des IJSS. Négatif. OK, merci. Alors, les IJSS, et combien de jours d'IJSS je dois déduire? Mon salarié est absent du 17 au 30. Ça fait 14 jours calendaires. J'ai fait un maintien de salaire à 100%. J'ai fait un maintien de salaire à 100%, sans carence. Donc, quel nombre de jours d'IJSS brut je dois déduire? Et pourquoi? Il est absent 14 jours calendaires. Absence maladie de 14 jours calendaires. 11, c'est très bien. 11. Alors, IJSS brut, j'ai fait le calcul à part. Voici la formule de calcul ici.
J'ai pris mes 3 derniers mois, là je vais vous épargner ce calcul, j'ai pris les 3 derniers mois de salaire, j'ai divisé par 91,25 et 50%, 3 jours de carence, 11, très bien. 50%, ça me fait ça. Donc les IJSS bruts, on est à, je vais mettre moins parce qu'il faut que ce soit négatif. Moins 42, 47, ça c'est égal. Voilà mon salaire brut. Je m'arrête, oh non, je m'arrête là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que c'est pas fini. Je m'arrête là pour l'instant. Il y a autre chose à rajouter là, mais pour l'instant, on va y revenir tout à l'heure. Voilà mon salaire brut pour le moment. Avec mon absence maladie, mon maintien de salaire à 100% sans carence et mes IJSS bruts correspondant à ça. J'ai mon total brut, j'ai mes 21% de charges que j'enlève, j'ai mon net à payer avant IJSS et maintenant les IJSS nets. Combien de jours d'IJSS net je dois reverser? Combien de jours d'IJSS net je dois reverser à mon salarié? J'ai fait une subrogation. Premier cas, maintien de salaire à 100%, sans carence, avec subrogation. 14 jours, je ne suis pas d'accord. Les IJSS net, 14 jours, je ne suis pas d'accord. 11, effectivement, parce qu'en net, il y a également la subro. Donc, je prends les 11 et les 42. Les IJSS net, je les ai calculés là. J'ai enlevé les 6,7% de CSG CRDS. Donc, ça nous fait moins. Je vais mettre non, plus plutôt. Ça nous fait 39,62. Donc, voilà mon bulletin. Voilà mon bulletin. Jusqu'à cette étape-là. J'ai mon salaire de base. Je reprends toutes les étapes. Je reprends les étapes. J'ai mon salaire de base, j'ai mon absence maladie, j'ai mon maintien de salaire, j'ai ma déduction des IJSS brutes qui correspond à la période maintenue, j'ai mes charges, j'ai mon état, bref, j'ai mon bulletin de salaire. Regardez bien ce net à payer. Regardez bien ce net à payer. Je suis à un net à payer. Si je m'arrête là, je suis à un net à payer de 2042,07. Pour que vous compreniez mieux, ici, je vous ai montré à quoi ressemble le bulletin, quel aurait été le net à payer du salarié s'il n'avait pas été malade. Lorsque mon salarié est présent tout le mois, il a un brut de 2500. On reste sur le même pourcentage de charge, 21%. Il se retrouve avec un net de 1975. Donc, habituellement, mon salarié gagne 1975 euros. Et parce qu'il est malade, il se retrouve à 2000 euros. Donc, si je fais toutes ces étapes-là, maintien de salaire, déduction des IJSS bruts, paiement des IJSS nets, je me retrouve avec une rémunération supérieure à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé tout le mois. C'est pour éviter ça, pour y pallier, que certaines conventions collectives précisent que le maintien de salaire est de 100% sous déduction des IJSS dans la limite du net habituel. Dans la limite du net habituel. C'est pour ça que là, j'ai mis 3 pointillés, mais c'était pour faire un petit peu de suspense. L'ajustement au net à payer. L'ajustement au net à payer. C'est ça la définition de l'ajustement au net à payer. Si vous avez un logiciel, il a donc, on fait un net pour garantir exactement. Pas comme, exactement. Il en a trop, donc on rajoute une ligne. Vous verrez souvent, si vous avez des logiciels, beaucoup de logiciels le font automatiquement. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas faire tout ça manuellement. Il y a beaucoup de logiciels qui le font automatiquement. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de comprendre. Et lorsque le logiciel se trompe, on ne peut pas savoir si on ne comprend pas. C'est ça l'un des objectifs de ce live. Si vous travaillez notamment sur Silae, ce sont des calculs qui sont automatiques, mais qu'il est nécessaire de comprendre pour être capable de les expliquer. Ici, je suis partie d'un cas simple, d'une absence, d'un maintien complet.
Mais si vous avez un maintien à 90%, l'ajustement au net, c'est un peu plus complexe. Donc, il faut connaître le principe général pour ensuite l'appliquer à vos cas qui seront plus complexes. On ne va pas faire des cas très complexes, ce n'est pas le but. C'est vraiment vous donner la base, le raisonnement qu'il faut avoir et essayer de l'adapter à chaque situation spécifique que vous allez rencontrer. L'ajustement au net ici, qui sera également en négatif, devrait permettre d'avoir 1975. Alors là, c'est les calculs mathématiques. Il faut faire un calcul à l'envers. Il faut que je trouve combien je dois avoir en brut pour faire une règle de 3. Je vais le faire sur un autre tableau. Si vous trouvez la réponse, je suis preneuse. Si vous trouvez le montant à mettre dans l'ajustement au net, je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse quelques minutes pour faire le calcul. Vous me trouvez le montant de l'ajustement au net avec les informations que vous avez là. Quel est le montant de l'ajustement au net qui me permettra d'avoir un salaire, hop, j'étais fatiguée moi quand je faisais ce truc, qui me permet d'avoir un salaire de 1975. Je ne dois pas dépasser les 1975. Je fais le calcul de mon côté également. Alors, qui a trouvé? Alors, Daniel, je ne suis pas aussi doué en Excel que toi. J'espère qu'un jour je le serai. Mais là, je préfère, je fais mon petit calcul à côté. La valeur cible dans Excel. OK. Tu m'enverras la formule, hein, comme ça je le mettrai. Et là, j'ai trouvé ça. Hey, à 2 centimes près. À 2 centimes près. Ouais, c'est ça. À 2 centimes près, mon ajustement honnête, c'est ça. La formule, je vais vous dire comment j'ai fait. Hop. Je reprends à 0. La formule, c'est quoi? Donc, j'enlève. Le net à payer attendu, c'est 1974. Et j'enlève mes IGSS. Donc, j'ai pris 1975 plutôt. J'ai enlevé mes IGSS net, 435,82. 435,82. Et les 1539, c'est le net à payer attendu ici. Le net à payer avant IGSS. Donc, la première étape, c'est que j'ai trouvé le net à payer qu'il attendu avant IGSS. Ensuite, ça, c'est le net à payer avant IGSS attendu. Et ce net à payer-là correspond à 79% du brut attendu. Donc, j'ai divisé par 0,79. Ça, c'est le brut que je devrais avoir. Et par déduction, j'enlève celui que j'ai. Et ça m'a fait ça. J'aurais pu le faire sur Excel, bien évidemment. Oh mince. J'aurais pu le faire sur Excel, bien évidemment, mais je n'ai pas les formules. Je le fais à la mano, règle de 3 à l'ancienne. Et là, j'ai moins 84, 87. Et ça me fait mon net à payer total avec mon ajustement net à payer comme ça. Voilà le calcul. Ajustement net à payer. Je n'en ai pas parlé dans le slide parce que c'est quelque chose de difficile à expliquer. C'est quelque chose de difficile à expliquer, l'ajustement net à payer. Je pense qu'on le comprend mieux là. Je voulais vous faire visualiser un bulletin
voulais vous faire visualiser un bulletin sans ajustement net à payer et vous faire comprendre, visualiser également que sans cet ajustement net à payer, dans un cas classique comme celui-ci, on se retrouve avec un net à payer qui est supérieur à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Donc, effectivement, on comprend qu'il n'est pas très normal de percevoir plus pendant sa maladie. On va passer au deuxième cas. Maintien de salaire, l'absence maladie reste la même. Maintien de salaire à 90% après 7 jours de carence. La maladie reste la même. Ici, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Maintien de salaire à 90% après 7 jours de carence avec subrogation. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Maintien de salaire, 90% après 7 jours de carence. Donc, il faut calculer 7 jours de carence, donc du 17 au 23, je n'ai pas de maintien de salaire, j'ai uniquement le maintien de salaire du 24 au 30. Donc, il faut calculer le maintien de salaire qui correspond à ce que le salarié aurait perçu du 24 au 30. J'ai pris volontairement un exemple simple sur 2 semaines pour qu'on n'ait pas à faire des calculs très compliqués. Donc, le maintien de salaire, c'est la rémunération du 24 au 30, donc c'est 35 heures. 35 heures fois le taux horaire. Oh, attendez, je vais faire autrement. Donc ici, c'est 35 heures. 35 heures à maintenir. Merci, Assia. 35 heures à maintenir égale, ici, c'est les 16. C'est pas comme ça que ça se présente sur les logiciels de paye, mais je fais comme ça pour des raisons pratiques. Donc là, on a égal ça, fois ça, fois 90%. Mettez le salaire à 90%. Donc c'est ça, fois 90% du salaire de la deuxième semaine. Tout à l'heure, on avait un maintien à 100%. Deuxième cas, on a un maintien là. Là où ça devient intéressant, du moins j'espère. IGSS brut. Combien de jours d'IGSS brut je maintiens? Quel est le nombre de jours? Je maintiens, je déduis. Je n'ai pas pris de café ce matin. Quel est le nombre de jours d'IGSS brut à déduire? Le nombre de jours d'IGSS brut à déduire. Sept jours, effectivement. En IGSS brut, on déduit 7 jours parce qu'on déduit uniquement le nombre de jours qui ont donné lieu à un maintien. Très bien. Je suis ravie, je pense que ça... Voilà. Donc, en IGSS brut, je déduis uniquement 7 jours d'IGSS. Dans cet exemple, on va s'épargner le calcul de l'ajustement honnête. L'essentiel, c'est que vous compreniez le principe. Vous le ferez dans d'autres cas pour que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. On ne va pas parler d'IGSS dans ce cas. On va dire que le bulletin, on s'arrête là. Une convention collective qui ne limite pas à 100% du net. Il y en a, elles sont rares, mais voilà. La convention collective est généreuse. En IGSS net, il y a subrogation. J'ai fait un maintien de salaire de 7 jours, mais il y a subrogation. Donc, combien de jours je paye en IGSS net? Pour rappel, le salarié est absent 14 jours calendaires. J'ai maintenu 7 jours, j'ai effectué une subrogation. Combien de jours en IGSS net je reverse? « 11. Très bien. Cet exemple, c'était pour que vous compreniez que le traitement des IGSS bruts est complètement indépendant du traitement des IGSS nets sur le bulletin.
N'allez pas faire un calcul systématiquement en disant si je veux savoir qu'est-ce que je verse en IJSS net, j'enlève la CSG-CRDS, j'enlève la CSG-CRDS de mes IJSS bruts. Le calcul ne se fait pas dans ce sens. En IJSS net, qu'est-ce que je reverse? Ce que le salarié a perçu ou que va percevoir ou ce que j'estime qu'il va percevoir. En IJSS net, gardez en tête que sans trop réfléchir, on doit reverser ce qu'on a perçu ou on doit reverser ce qu'on va percevoir dans son intégralité. Pourquoi ne pas mettre 35 heures au lieu de 7 jours dans la déduction? Parce que les IJSS, c'est en jours. Les IJSS sont traités en jours par la CPM et non en heures. Parce que le calcul qu'on a fait ici, il est en jours. La formule de calcul des IJSS, c'est en jours. Salaire journalier de base. Donc, on ne peut pas le traiter en heures. Il y a des entreprises qui traitent l'absence en heures. On peut traiter l'absence en heures ou en jours. Mais par contre, les IJSS, on n'a pas le choix. On est obligé de les traiter en jours. Alors, j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est une erreur aussi que j'ai vue, une incompréhension que j'ai pu déceler sur pas mal de mes élèves et de mes stagiaires. C'est qu'ils pensent, ils ne comprennent pas pourquoi on se retrouve avec un jour d'IJSS là, alors que là, on en a plus. Le traitement des IJSS bruts est complètement décorrélé du traitement des IJSS nets. En IJSS brut, je déduis le nombre de jours d'IJSS qui correspondent à la période maintenue, le nombre d'IJSS brut perçus pendant la période maintenue, et en IJSS net, je reverse tout ce que j'ai perçu pendant la période de subrogation. Ce n'est absolument pas lié. Et juste petit rappel, ce même salarié, dans la même situation, aura exactement le même brut avec ou sans subro. La différence entre un bulletin de salaire avec subrogation et un bulletin de salaire sans subrogation se situe exclusivement dans le net. Dans le brut, vous ne pourrez pas savoir si un salarié a subro ou pas. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Avant de passer au dernier exemple, je vais rajouter quelques précisions. Le maintien de salaire, nous, on est parti du non pas le maintien de salaire, on est parti du fait qu'on le fait systématiquement au moment où le salarié est absent. Il faut savoir que ce que le Code du travail prévoit, c'est que l'employeur a l'obligation de faire le maintien de salaire dès le moment où il a la preuve ou bien le salarié est capable de justifier de son ouverture des droits à la CPM. Tout ça pour dire, parce que tout c'est compliqué pour dire que l'employeur peut attendre que le salarié soit indemnisé pour maintenir le salaire. Il a le droit de dire que je maintiens le salaire uniquement après réception du décompte du JSS. Il a le droit de faire ça. En paye, c'est compliqué à mettre en place, mais l'employeur a le droit de dire que le maintien de salaire, je le ferai quand vous serez en capacité de me prouver que vos droits sont ouverts à la CPM, que vous percevez des IJSS et vous me fournissez le décompte. Après, c'est chaque entreprise qui choisit comment est-ce qu'elle souhaite gérer. Et c'est pareil pour les IJSS. Donc, il y a les entreprises qui attendent, qui font le maintien de salaire en décalé. Il y en a qui font le maintien de salaire et qui traitent les IJSS en décalé. Donc, ils font le maintien de salaire systématiquement, sans patienter, mais par contre, les IJSS, ils les traitent après. C'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là. Donc, il faut se souvenir du nombre de périodes. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que lorsqu'ils traitent les IJSS, l'erreur, le risque d'erreur, c'est qu'ils viennent déduire la totalité de là. Ça, c'est l'erreur qui est très fréquente parce que l'entreprise a fait le maintien de salaire et n'a pas déduit les IJSS. Et quand elle perçoit les IJSS, elle perçoit 11 jours d'IJSS, elle paye 11 et elle déduit 11 dans le brut. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires de paye qui pensent retourner sur le bulletin de maintien de salaire et se souvenir quelle est la partie d'IJSS qui correspond à une période maintenue. Il est plus pratique pour nous de faire toutes ces étapes sur le même bulletin de salaire, même si ce n'est pas toujours très pratique. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Voilà, c'était tout pour ce cas-là. Alors, on va faire un dernier cas. Pas de maintien de salaire après subrogation. Le salarié, il n'a pas un an d'ancienneté, il n'a pas de maintien de salaire. Donc, il n'a rien là. Il n'a rien là. Et il a la subro. On peut avoir la subrogation sans maintien de salaire. L'accord d'entreprise peut prévoir que tous les salariés ont une subrogation, pas de maintien de salaire. Donc, mon salarié, il est absent 2 semaines, il n'y a pas de maintien de salaire, je ne déduis pas, je déduis les IJSS uniquement parce que je fais de maintien,
uniquement parce que je fais du maintien. Il n'y a pas de déduction des IGSS en brut. Et ça, c'est pour en remettre une couche sur le fait que la présence des IGSS en net ne signifie pas forcément qu'il y a une déduction en brut. La déduction en brut a une seule conséquence, c'est de tenir compte des IGSS pour le maintien de salaire. Maintien de salaire sous déduction des IGSS. Pas de maintien de salaire, pas de déduction en brut. Voilà, je fais la méchante là. Pas de maintien de salaire, pas de déduction en brut. Donc voilà les 3 cas que je voulais qu'on voit. Alors, il y a un dernier sujet que je n'ai pas abordé. Je ne l'ai pas rajouté sur le slide. Je vais essayer d'en parler rapidement. C'est le cas de l'indemnité complémentaire versée par les organismes de prévoyance. Ici, nous avons parlé du maintien de salaire dû par l'entreprise. Il y a le cas où le maintien de salaire résulte d'un contrat auprès d'une entreprise. Je vais prendre d'un organisme, je vais prendre l'exemple de AG2R. Donc, supposons que cette entreprise est souscrite auprès de AG2R un contrat qui garantit ce maintien de salaire-là, qui indemnise ce maintien de salaire-là. Le contrat est négocié, donc on va le faire sur une ligne à part. Donc, je vais dire que ça, c'est ma prévoyance. Ça, c'est ma prévoyance. Donc, j'ai la base de 2500. Alors, on a la part salariale, on a la part patronale. Je vais agrandir ça un petit peu. On a la part patronale, on a la part salariale. Supposons que mon entreprise ait négocié un 50%. Un 50%. Le résultat n'a pas d'importance. C'est la répartition des taux de cotisation. Donc, ma prévoyance pour le maintien de salaire, parce qu'il y a plusieurs types de prévoyance. Et de ce que je vous dis là, vous regardez uniquement la contribution des cotisations qui sont affectées à ce risque maladie. Donc, si le contrat auprès de mon organisme de prévoyance, j'ai pris l'exemple d'AG2R, si moi, une entreprise, je vais auprès d'AG2R pour dire que j'ai une obligation de maintien de salaire, je veux souscrire une assurance pour ça. Je veux souscrire une assurance parce que je veux que AG2R paye à ma place le maintien de salaire qui peut être dû là. Je veux que ce soit AG2R qui paye ça pour moi. J'ai mis 90%, on s'en fout. Ça, c'est mon maintien de salaire. Si c'est AG2R qui paye, ça ne s'appelle plus, le nom, ce n'est plus maintien de salaire, c'est indemnité complémentaire. Ce n'est pas maintien de salaire, c'est indemnité complémentaire. Faites attention sur le logiciel. Le libellé n'est pas le même. Le maintien de salaire, c'est l'obligation de l'entreprise et l'indemnité complémentaire, c'est ce qui a été versé par l'organisme de prévoyance et qui est reversé aux salariés. Si j'ai négocié ce type de contrat, un contrat de prévoyance avec une cotisation 100% patronale, je mets la totalité dans le brut soumis à cotisation. Le régime social des indemnités complémentaires dépend de la répartition des cotisations par patronale, par salariat. Si j'ai négocié, je me répète, si j'ai négocié un contrat avec une cotisation 100% patronale, l'intégralité de mon indemnité complémentaire est soumise à cotisation. Si par contre, j'ai négocié avec une petite part salariale, disons là dans mon exemple, c'est 1/3 de tiers, il y a 1/3 de ce maintien qui correspond au pourcentage, disons à la répartition, la part salariale, qui sera exonérée. Donc, j'aurai l'indemnité complémentaire. J'aurai une partie d'indemnité complémentaire ici. Une partie d'indemnité complémentaire ici, qui va correspondre, alors ça, on va faire plus simple. On va faire égal 1153,6 divisé par 3 fois 2, c'est 2 tiers. Ça peut être en pourcentage. Et là, c'est égal à 1153,6, un tiers de tiers. L'indemnité, le traitement social des indemnités complémentaires dépend de la répartition des cotisations qui couvrent ce risque prévoyance. Si vous percevez une indemnité complémentaire d'un organisme de prévoyance, avant de décider si vous le soumettez à cotisation dans sa totalité ou pas, allez vérifier les cotisations qui couvrent cette garantie-là. Est-ce que ces cotisations sont 100% patronales? Vous soumettez l'indemnité complémentaire dans son intégralité à cotisation. S'il y a une petite part,
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une part salariale sur une cotisation qui couvre une obligation employeur? Non, il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Parce que c'est un contrat que l'entreprise prend pour elle. Et d'ailleurs, il y a un sujet sur est-ce que cette cotisation est soumise à CSG ou pas. Parce que si l'entreprise prend un contrat de prévoyance pour une obligation conventionnelle, il ne devrait pas payer la CSG dessus parce que ce n'est pas un avantage supplémentaire souscrit pour le salarié. C'est un contrat que l'entreprise a souscrit pour se prémunir d'une obligation déjà qui est la sienne. Donc, que l'entreprise y souscrive ou pas, le salarié aurait bénéficié du maintien de salaire, quoi qu'il en soit. Donc, il y a effectivement un sujet là-dessus. Ce type de contrat-là, le contrat de prévoyance souscrit pour couvrir une obligation conventionnelle employeur, la part patronale de ces cotisations-là n'est pas soumise à CSG, ni à forfait social à 8%. La CSG de ce type de contrat-là n'est due que si c'est un contrat, je ne veux pas dire facultatif, mais qui ne résulte pas d'une obligation conventionnelle. Donc, soyez vigilants là-dessus. Et une autre petite alerte que je peux vous donner pendant que j'y pense, c'est que lorsque vous recevez le décompte d'indemnités complémentaires que l'organisme vous fait parvenir, vérifiez si ce montant n'inclut pas les charges. Parce que pour revenir à l'exemple de la AG2R, lorsque AG2R verse une indemnité complémentaire, AG2R, dans le cadre du contrat de la boulangerie, AG2R rajoute 52% de charges patronales. Vous n'allez pas donner ces 52% là aux salariés. Il faut bien déceler quel est le montant brut, quel est le montant qui correspond à une provision de charge, parce que le contrat prévoit qu'on ne rembourse pas que le brut, on rembourse également les charges patronales. Donc, lisez bien toutes les lignes pour bien déceler quel est le montant que vous devez appliquer ou pas. Ce n'est pas toujours la totalité. Et dites pas, ne laissez pas vos clients payer faire un chèque hors bulletin, parce que ça aussi, on l'a vu. L'entreprise a reçu l'indemnité complémentaire maladie, il a fait un chèque du montant total à son salarié. Non, ça doit être mis sur le bulletin de salaire, c'est soumis à cotisation, soit dans son intégralité, soit partiellement en fonction de si la présence ou pas d'une part salariale des cotisations couvrant cette garantie. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé comme ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que le document sera partagé? Non, je ne crois pas. C'est un document de travail. En plus, il y a plein d'erreurs là-dessus. Pas pour l'instant. Peut-être si je le retraite, on verra bien. Ça dépendra de mon humeur. Ça dépendra de mon humeur. Alors, si vous avez quelques petites questions, je vais patienter quelques minutes. J'attends quelques petites questions. Bon, vous avez l'air d'avoir tout compris. C'est parfait. Je vous remercie. Alors, Livia, votre question concerne le logiciel Silae. Donc, je ne peux pas y apporter de réponse parce que le live d'aujourd'hui ne concerne pas spécifiquement le logiciel Silae. C'est si jamais je fais un autre live sur l'API sur Silae que je pourrais vous apporter votre réponse. Alors, si la convention collective prévoit un maintien de salaire brut, il convient toujours de faire le maintien en net? Non. Si la convention collective prévoit un maintien brut, l'ajustement au net, c'est une autre phrase. Maintien brut dans la limite du net à payer. Il faut vérifier comment c'est formulé dans la convention collective. Ok, j'ai vu votre question. Ok, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute.
Je vous invite à consulter notre site internet et nos formations également. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives, de nouveaux sujets. Je suis ouverte aux propositions. Merci.